Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Al24 News et cette nouvelle édition spéciale en direct. Ce soir, le thème d'actualité qui sera soumis au débat, c'est la situation en Libye, un pays dévasté, vous le savez, par une décennie d'instabilité sur tous les plans, sécuritaire, économique et surtout politique. La semaine dernière, on avait évoqué la situation chaotique dans ce pays et l'impasse onusienne pour ce qui est de la nomination d'un émissaire. Et bien, entre-temps, il semble que les choses ont fini par se débloquer. Après de nombreux mois de tractations, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a nommé Abdoulaye Bathily à ce poste. Qui est Abdoulaye Bathily? Eh bien, il s'agit d'un diplomate sénégalais, ancien ministre. Depuis des mois, il était pressenti à ce poste. Son nom circulait pour remplacer Yann Kubis, qui, rappelez-vous, avait démissionné soudainement en novembre dernier. Autre détail important à souligner, Abdoulaye Bathily est la première personnalité issue du continent africain à occuper donc ce poste, un poste, disons-le, délicat à plus d'un titre dans un contexte de fortes tensions internes entre protagonistes libyens. Les défis pour le nouvel émissaire onusien pour la Libye s'avèrent énormes. On va en parler justement ce soir avec nos invités de Genève. On retrouve Hasni Abedi, bonsoir. Directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Rafah Tabib est également notre invité. Bonsoir, monsieur Tabib. Analyste spécialiste de la Libye, vous êtes avec nous depuis Tunis. Bonsoir. Bachir Jouini est également notre invité. Bonsoir, monsieur Jouini. Bonsoir. Vous êtes ancien diplomate et chercheur spécialiste de la Libye. Vous êtes avec nous également depuis Tunis. Et je vais justement commencer avec vous, monsieur Jouini, pour en savoir plus sur ce nouvel émissaire pour la Libye. On sait que Abdoulaye Bathily est un diplomate, ancien ministre d'État de nationalité sénégalaise. Dans quelles circonstances, on va dire, il a été nommé à ce poste? Pourquoi on a pensé à lui précisément? Monsieur Jouini? Monsieur Jouini? Monsieur Rafah Tabib, est-ce que vous avez écouté ma question? Monsieur Rafah Tabib? Oui, bien sûr. Donc, est-ce qu'on peut savoir dans quel contexte? Oui, est-ce que ma voix vous parvient? Oui, parfaitement bien. Allez-y, monsieur Tabib. Donc, en réponse à votre question, comme vous l'avez précisé, M. Yankovic s'est désisté de la mission et nous avons été tous choqués par cette démission, par ce désistement, mais nous sommes aussi relativement choqués aussi par la nomination de M. Abdoulaye, qui, de toutes les manières, n'est pas originaire de la région, même s'il est issu du continent africain, mais c'est quelqu'un qui reste quand même relativement étranger à cette région. Nous avons préféré dans les mois précédents que l'ONU choisisse un membre du staff diplomatique que nous avons dans le Maghreb, notamment en Algérie et en Tunisie, surtout que nous avons de véritables spécialistes de la question libyenne au niveau des ministères des Affaires étrangères, mais malheureusement, encore une fois, l'ONU et M. Guterres préfèrent des personnalités qui sont très proches de sa personne. Et il a insisté pour que ce soit M. Abdoulaye qui occupe ce poste. Je pense qu'il y a une erreur monumentale qui a été commise lors de la nomination de M. Abdoulaye, c'est l'absence totale d'un bilan et d'un diagnostic du rôle qui a été joué par cette mission onusienne à Tripoli. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune évaluation de ce qui a été fait depuis 2014 et surtout de la dernière période où Mme Stephanie Williams a pratiquement démonté totalement la structure politique libyenne et a obligé les Libyens à entrer dans une phase de guerre sans arrêt presque et à faire perdurer des corps représentatifs qui sont totalement obsolètes.
Rappelons que Abdoulaye Bathily a été plusieurs fois membre de missions onusiennes sur le continent. Il y a eu un élan de soutien régional et international après sa nomination. Hasni Abidi, comment voyez-vous cette nomination de Abdoulaye Bathily à ce poste d'émissaire onusien pour la Libye? Il existe deux processus. Le premier processus, c'est que certaines propositions venant d'États. Et le deuxième processus, c'est que monsieur le secrétaire général, monsieur Antonio Guterres lui-même, propose la personnalité. Il l'a proposé par le passé, plusieurs personnalités, dont l'actuel ministre des Affaires étrangères algérien, monsieur Lamamra. Il a proposé, et malheureusement sa candidature a été repoussée. Et la deuxième, aussi l'ancien ministre des Affaires étrangères, monsieur Sabri Bourhadoum. Et comme vous le savez, il y avait une résistance de la part de certains États arabes contre la nomination par le Conseil de sécurité de monsieur Bourhadoum. Et ils ne pouvaient pas laisser ce poste vacant. 10 mois, c'est énorme, oui. Alors que la Libye traverse une crise importante. Il a donc choisi un homme en quelque sorte de consensus. C'est pas un ami proche de Guterres. Il a travaillé avec lui, puisqu'il était même chargé de faire le monitoring de travail des Nations Unies concernant la Libye. Donc c'est un fin connaisseur de la question libyenne. Il devient très difficile de nommer quelqu'un dont son pays partage des frontières avec la Libye, malheureusement. Il y avait même un diplomate tunisien qui a été pressenti pour ce poste, mais avait une résistance, pas de M. Guterres, mais plutôt de certains membres, soit du Conseil de sécurité, soit en dehors du Conseil de sécurité, qui ont bien sûr activé leurs amis, leurs alliés pour faire barrage. Voilà comment ça s'est passé, mais c'est un diplomate, c'est un homme intègre. Oui. Et il a assuré plusieurs mandats très importants, avec succès d'ailleurs pour les Nations Unies. Et je pense que c'est pas la nationalité qui va définir le travail, c'est plutôt sa neutralité, sa connaissance et son écoute justement de tous les protagonistes libyens. Alors, vous l'avez dit, Hasni Abidi, il y avait donc une urgence à nommer un émissaire onusien pour la Libye. Il faut dire également que la nomination de Bathily a suscité, vous l'avez dit, également des divergences au sein du Conseil de sécurité. Mais également en Libye, je ne sais pas si Bachir Jouini est avec nous. Très bien. Monsieur Rafah Tabib, comment on est parvenu, à votre avis, à ce consensus après toutes ces divergences qu'a suscité donc la nomination de Abdoulaye Bathily à ce poste, à l'intérieur de la Libye? Je ne pense pas qu'il y ait eu un consensus. Moi, je pense que maintenant, la question libyenne est menée pratiquement de main de fer de la part du Conseil de sécurité. N'oublions pas que la Libye est encore sous l'article 7 du Conseil de sécurité. Donc, c'est un pays auquel on impose énormément de choses sans vraiment tenir compte ni de la constitution tribale du pays, ni de son anthropologie politique. Il y a une sorte de passage de force qui est imposé aux Libyens. On a vu ce qui s'est passé avec Madame Stephanie Williams, qui avait été à un certain moment aussi évaluée comme étant une personne qui a réussi des missions, etc. Mais on l'a vu le jour où elle a voulu imposer aux Libyens un agenda étranger, un agenda essentiellement occidental. Eh bien, elle a fait fi de l'existence de toute forme de représentativité au sein du corps, aussi bien politique que social en Libye, et elle a mandaté 75 personnalités qui sont de parfaites personnes inconnues dans la société libyenne, et avec ces gens-là, elle a choisi le gouvernement, le chef du gouvernement, etc. Permettez-moi, monsieur Rafah Tabib, ce qui se passe, je vais essayer de reformuler. D'une part, allez-y. Oui. Je vais essayer de reformuler ma question. Oui. Donc, il y a eu, on le sait, à l'intérieur de la Libye, le gouvernement de Abdelhamid Dbeiba avait émis quelques réserves sur le nom de Abdoulaye Bathily. Comment est-ce que déjà le gouvernement d'Abdelhamid Dbeiba a fini par céder à la volonté du Conseil de sécurité de l'ONU sur ce point?
Vous savez, Abdelhamid El-Baïba n'est pas vraiment une personnalité qui a comment dire, une vraie maîtrise politique sur le pays. On sait tous que les gouvernements, que ce soit celui de M. Fathi Bashara, que celui de M. Abdelhamid El-Baïba, sont aux mains réellement des milices qui, elles, tiennent réellement le pays. Et donc, Abdelhamid El-Baïba, pour rester au pouvoir et essayer de gagner encore du temps à la tête du gouvernement, a accepté et s'est plié aux exigences de l'ONU. N'oublions pas que Abdelhamid El-Baïba est là parce que c'est les représentants de l'ONU et surtout Madame Stéphanie Williams qui l'a amené à ce poste. Donc il ne s'agit pas d'une personnalité qui peut se prévaloir d'une certaine autonomie vis-à-vis de l'organisation internationale. Hasni Abidi, toujours sur ce point, est-ce que Abdelhamid El-Baïba s'est prononcé suite à l'annonce de cette nomination de Abdoulaye Bathily à ce poste? Est-ce qu'il est prêt, est-il prêt justement à soutenir les efforts de ce nouvel émissaire pour la Libye? Il y avait un appel téléphonique entre M. Abdoulaye Bathily et M. Baïba pour éclaircir certains points et surtout les points de divergence. Et M. Baïba aussi a vu que les membres du Conseil de sécurité sont d'accord et ne veulent surtout pas, encore une fois, reconduire cette vacance de poste de secrétaire général. Les pays aussi voisins, qui sont l'Algérie, l'Égypte, etc., et la Tunisie, n'ont pas les pays de voisinage importants n'ont pas de grandes réserves sur Bathily. Donc, M. Baïba ne pouvait pas passer pour le gouvernement qui bloque une solution onusienne, d'autant plus que M. Baïba lui-même milite pour l'organisation des élections, à la fois législatives, présidentielles et même sur la Constitution. Donc c'est pourquoi il y avait un accord sur la nomination de cet homme, espérant que les tractations politiques vont avancer. Justement, quelles sont à votre avis les priorités du nouvel émissaire dans le contexte actuel? On l'a vu, il y a eu récemment une multiplication des affrontements, des tensions internes à Tripoli, Hasni Abidi. Il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Monsieur Bathily, il ne sera pas l'homme du miracle. D'abord, sa fonction, c'est de fédérer les parties libyennes. Aujourd'hui, sa nomination intervient dans un contexte très critique, un contexte tendu, puisque nous avons les alliés d'hier aujourd'hui sont devenus ennemis. Le gouvernement doit désigner M. Bachara et le gouvernement de M. Baïba. Mais surtout, le plus important, c'est les acteurs, les acteurs régionaux. Chaque État a presque son propre agenda. C'est justement ces intérêts divergents à l'intérieur de la Libye qui empêchent toute sortie de crise. Tout le monde le sait. Bachara aujourd'hui, il veut imposer une certaine option politique, comme de Baïba d'ailleurs, parce que le camp qui le soutient, le camp de M. Aguila Salah et Haftar, a réalisé que l'option militaire, qui a été rejetée par les pays voisins, notamment l'Algérie, n'était pas tout à fait tenable, cette option militaire. Donc il fallait plutôt passer en force, mais cette fois-ci d'un point de vue politique, c'est-à-dire déloger le gouvernement de M. Baïba. Donc la solution, la seule option qui est demandée même par les Libyens, c'est vraiment la disparition de ces figures. Les Libyens sont fatigués de voir les mêmes figures, le recyclage de toutes ces figures-là. Oui. Hélas, le changement des figures ne peut passer que par des élections acceptées. Les élections butent sur le cadre juridique qui doit encadrer ces élections. Et c'est là le rôle des Nations Unies, c'est d'arriver à trouver justement un canevas capable donc de ramener les Libyens à une certaine acceptation de l'opération politique. Rafat Habib, toujours sur ce point, quelles devraient être les priorités du nouvel émissaire onusien, fédérer donc les différents protagonistes ou bien s'intéresser à l'organisation de ces élections quand on sait que la communauté internationale insiste énormément sur ce point? Oui, la communauté internationale insiste sur ce point, mais il n'y a pas une seule voix à l'intérieur de la communauté internationale. Nous savons pertinemment que les élections du 24 décembre 2021 ont été renvoyées au calendrier grec par des puissances étrangères, essentiellement par des puissances occidentales, qui, quelques jours avant le scrutin, avaient organisé une sorte de sondage très très large au sein de la population libyenne, et ces pays occidentaux se sont rendus compte en fait que leur préféré, enfin leur candidat préféré, était très très loin des premiers favoris
de ces sondages. Et donc, ils ont totalement arrêté le processus électoral. Et personne n'a trouvé quoi que ce soit à en redire. Maintenant, pour revenir à M. Tbaïb, je ne pense certainement pas que ce soit la personne qui soit la mieux placée pour pouvoir organiser ces élections. Nous savons pertinemment que M. Tbaïb, comme M. Fathi Bashar, qui était en liste pour les élections présidentielles, sont les premières personnes à avoir arrêté ou participé à l'arrêt du processus électoral. Le problème n'a jamais été constitutionnel en Libye, ça n'a jamais été la loi électorale qui est un problème en Libye. Le vrai problème en Libye, c'est que c'est des gens qui voudraient entrer dans des élections dans lesquelles les favoris doivent avoir la certitude de pouvoir arriver au pouvoir. Donc d'abord des élections, Rafah Tabib. Oui. Donc organiser d'abord les élections. Oui, s'il va pouvoir, aider à ce que se tiennent ces élections, mais sincèrement, je reste très sceptique quant à la capacité de M. Bathily à aider les autorités libyennes à organiser ces élections. Il s'agit d'une volonté politique, non seulement des chefs de guerre, de ces chefs de milices qui sont au pouvoir en Libye, mais aussi des pays occidentaux et de certains pays très puissants dans la région qui ne voudraient pas voir un outsider venir prendre le pouvoir en Libye alors qu'ils avaient organisé de certaine manière des élections qui amèneraient au pouvoir leurs favoris. Alors, Rafah Tabib, vous doutez en la capacité de Abdoulaye Bathily de fédérer, on va dire, les protagonistes en Libye. Bachir Jouini, vous êtes avec nous depuis Tunis. Monsieur Bachir Jouini? Très bien, si on devait revenir un petit peu sur on va dire, les efforts que doit fournir le nouvel émissaire onusien pour la Libye, est-ce qu'il a une chance d'aboutir? Très bien. Toujours le problème technique qui persiste. Je reviens vers vous, Hasni Abidi. Si on devait pronostiquer sur les chances d'aboutir de Abdoulaye Bathily comparé à ses prédécesseurs, Hasni Abidi, le contexte n'est plus le même et les enjeux, on va dire, n'ont pas changé. Est-ce que le fait d'être africain, à votre avis, Hasni Abidi, peut jouer en sa faveur? Il y avait une demande de la part des pays africains, de l'Union africaine, donc demandant au secrétaire général de donner sa chance à l'Afrique pour désigner un émissaire qui vient du continent africain, qui a une sensibilité africaine. Et il faut rappeler aussi que l'Union africaine a toujours d'ailleurs une mission consacrée à la Libye. Mais il faut rappeler que M. Bathily ne sera pas seul. Vous savez, presque tous les États qui sont influents en Libye, les États européens, les États méditerranéens, les États-Unis, ont désigné des envoyés spéciaux en charge de la Libye. Théoriquement, bien sûr, c'est pour soutenir aussi les efforts de la mission onusienne en Libye. Encore une fois, j'insiste là-dessus, les efforts proviennent de la Libye. On sait, le diagnostic, on le connaît, c'est-à-dire l'incapacité des figures actuelles à mener, en tout cas, une transition acceptée par tous les Libyens. Mais il se trouve que justement, pour arriver à cette transition-là, pour justement doter la Libye de nouvelles figures, ou justement, ou se débarrasser un peu des symboles de l'ancien régime ou de la défaillance, de la corruption, il faut absolument arriver à donner la parole aux Libyens. Les Libyens aujourd'hui sont en désaccord sur cette question-là, c'est-à-dire qui va organiser les élections. On a un haut commissariat pour l'organisation des élections. Donc moi je dirais qu'il y a une chance aujourd'hui, il y a une fenêtre ouverte pour M. Bathily d'avancer sur ce terrain-là qui est doter le pays des élections parce qu'on ne peut pas justement laisser la Libye comme ça entre des fractions, laisser la Libye en proie à des milices militaires et à des influences étrangères qui, de jour en jour, gagnent encore du terrain et aussi bloquent toute perspective politique. Alors, que faut-il faire pour éviter les erreurs de ses prédécesseurs, selon vous, Rafah Tabib? Eh bien, il faut être
réaliste. D'abord, les élections ne peuvent pas être tenues alors que les milices puissantes tiennent la région de Tripoli et de ses environs. Deux, il ne peut pas y avoir aussi d'élections tant qu'il y a des milliers de mercenaires syriens qui ont été ramenés par la Turquie et surtout quand il y a en présence de soldats turcs. Ce qu'il faut d'abord, c'est demander, exiger immédiatement la sortie de toutes les forces étrangères de Libye, quelles que soient les représentations que se font les Turcs d'eux-mêmes en Libye en se croyant chez eux. Deux, il faut absolument commencer un démantèlement des milices qui ne respectent pas les pourparlers de paix ou les pourparlers d'arrêt des combats. Il faut amener certaines puissances à arrêter cette guerre par procuration qu'elles sont en train de mener à Tripoli et dans certaines régions dans la Shpara libyenne et commencer réellement à inscrire les Libyens sur les listes dans toutes les régions de Libye, en faisant fi bien sûr des manipulations qui ont eu lieu dans la dernière période et ouvrir le droit à la candidature à tous les Libyens qui n'ont pas fait l'objet de poursuites judiciaires. Et comme ça, je suis certain que les Libyens pourraient accepter de participer à de bonnes élections, parce que le problème n'est pas de tenir uniquement des élections, parce qu'on a eu des élections en 2012 et en 2014 en Libye. Et après ces deux élections, il y a eu il y a eu deux guerres, surtout la guerre de septembre de 2014, qui a créé ce chaos que vit la Libye jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord des élections qui soient acceptées par toutes les parties libyennes et surtout par la population libyenne. Et là, je me pose une question, pourquoi tous ces débats, toutes ces discussions, tous ces dialogues se font avec des chefs de guerre dont tout le monde connaît les crimes, notamment de prédation des ressources, alors que les tribus, les représentants de la société civile, etc., sont écartés par les envoyés spéciaux de l'ONU. Et d'ailleurs, moi, à mon sens, ce n'est pas M. Bathily qui pose problème pour moi. Ce qui pose un problème, c'est l'UNSMIL, c'est cette mission de l'ONU en Libye qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas fait l'objet d'une évaluation et surtout n'a pas fait l'objet d'un véritable audit qui nous permet de comprendre comment elle fonctionne. Hasni Abidi, il y a Rafat Habib a parlé donc de ces ingérences étrangères et j'aimerais avoir votre point de vue sur cette question. Ces ingérences qui, faut-il le rappeler, plombent le processus politique dans ce pays et on va dire freinent les efforts de tous les envoyés spéciaux pour ce pays. S'il y a une ingérence externe, ça veut dire qu'il y a une demande interne. Il y a une demande de la part des Libyens de soutien international et de soutien régional. Les puissances régionales internationales ne se sont pas imposées par la force. S'il y a Wagner ou s'il y a la Russie, c'est parce qu'il y a un camp qui a fait appel à la Russie. Bien sûr, s'il y a la Turquie, c'est parce qu'il y a aussi un camp à l'ouest qui a demandé la Turquie. Donc, à mon sens, il y a une responsabilité libyenne, une responsabilité interne. Et en même temps, je crois qu'il faut être un peu minimaliste avec la Libye, parce que tout ce cahier de charge-là, aucun gouvernement, aucun envoyé spécial ne peut le satisfaire en Libye. La situation est très complexe. Oui. Il faut être graduel. On ne peut pas demander la tenue des élections, le désarmement des milices, la sortie de tous les mercenaires, le départ des forces armées. Ça, ce n'est pas du domaine du réalisme, des pragmatiques en relations internationales. Les Libyens ont bien avancé lors de toutes les discussions qui sont organisées, qui étaient organisées dans plusieurs villes, dans le monde arabe, dans plusieurs capitales. Ils sont arrivés d'ailleurs à une loi électorale tout à fait acceptable. Ça a buté sur 2-3 éléments importants. Sans, bien sûr, est-ce que des militaires ont le droit de se présenter, évidemment, la légion faite au maréchal Haftar, est-ce que Saïf el-Islam, il y avait 4 ou 5 points qui restaient suspendus, mais il y a une avancée sur l'organisation des élections. Et c'est là, comme je vous ai dit, qu'il y a une ouverture
pour les Nations Unies de jouer un rôle important. On l'aime ou on l'aime pas, Stephanie Williams, mais elle a réussi à Genève, ce forum qui a quand même réussi à doter la Libye d'un gouvernement, certes contesté, mais c'était des listes. Ce n'est pas elle qui a nommé les membres du forum politique, mais ce sont des propositions émanant de toutes les composantes de la société libyenne. On ne va pas demander aux Suédois de venir et organiser des élections en Libye. Je crois qu'il faut faire avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est bien sûr, c'est une approche graduelle, basée sur le réalisme, et évidemment plus tard, donc ce sont les élus du peuple libyen qui vont demander aussi à tous les mercenaires, toutes les forces étrangères, et même à toutes les figures responsables du chaos libyen, donc de partir ou de passer devant les tribunaux. Donc Hasni Abidi, vous y croyez en une solution onusienne malgré l'échec de tous les émissaires qui se sont, on va dire, succédés en Libye? Ce n'est pas ce que j'ai dit. La solution, elle n'est pas onusienne. La solution, elle est libyenne. Elle provient des Libyens. Les Nations Unies ont un rôle qui est bien précisé donc, de la mission. C'est un rôle technique et d'assistance des Libyens, de concert avec, bien sûr, d'autres puissances régionales. Et évidemment, c'est aux Libyens, bien sûr, de proposer, de faire des propositions. Tout ce qu'a fait les Nations Unies jusqu'à maintenant, ce sont des propositions. Il n'y a pas une seule chose qui a été imposée. On demande aux Libyens, ou bien c'est aux Libyens aussi de faire des propositions. Les Libyens ont voulu faire un forum. L'Algérie, d'ailleurs, a voulu faire un débat national. Oui. Malheureusement, ça a été avorté par d'autres puissances étrangères. Donc, je pense que c'est le moment des Libyens donc de prendre la responsabilité et bien sûr de prendre aussi ce dossier en main. Le rôle des Nations Unies est un rôle complémentaire et la solution, elle est purement libyenne. Alors, quel est, à votre avis, Rafah Tabeb, les scénarios envisageables pour ce qui est de cette mission onusienne, pour justement ne pas tomber dans les erreurs du passé? De quoi a-t-il besoin, ce nouvel émissaire onusien? Comment voyez-vous les choses pour le futur, pour le déroulement des événements dans le futur? Oui, alors je commencerai d'abord par dire que le terme « les Libyens », c'est un terme polysémique qui n'a strictement aucun sens commun pour tous les acteurs. Quand on dit les Libyens sont mis d'accord, on parle justement de cette élite corrompue que Madame Stephanie Williams a justement condamnée pour corruption et pour même népotisme. Et si on parle de ce qui s'est passé à Genève ou ce qui s'est passé à Gamar, on revient aussi à ce qu'a dit Madame Stephanie Williams par la suite lorsqu'elle a parlé de tout cet argent-là qui a circulé pour la désignation de M. Dbaïba. Donc, à mon avis, les Nations Unies n'ont absolument rien changé aux règles du jeu. Elles ont gardé la même manière ou la même approche, et donc elle est condamnée, à mon avis, à refaire les mêmes erreurs. Et n'oublions pas quelque chose. Les points d'achoppement sur lesquels les élites au pouvoir en Libye n'ont pas pu se mettre d'accord, ce sont les points les plus importants. Et il s'agit justement de 2 ou 3 personnalités qui peuvent ou qui ont une chance de parvenir à gagner les élections présidentielles. Donc le fond du jeu, il est là. Et les Nations Unies en Libye, ce qu'elles sont en train de faire aujourd'hui, c'est justement de gripper le jeu démocratique. Parce que, avec cette manière de vouloir restreindre le jeu politique entre les mains des chefs de guerre ou des élites corrompues, ce qu'elle est en train de faire, c'est d'éliminer, de marginaliser les véritables acteurs en Libye, ces acteurs qui sont parvenus justement à passer des accords de paix et de réconciliation dans la plupart des régions en Libye, et d'imposer une paix. Et dans la région où justement les Nations Unies ont un semblant de pouvoir, ça veut dire dans la région de Tripoli, eh bien on est en train de voir... Le message est passé, Monsieur Rafah Tabib. J'aimerais, il nous reste peu de temps. Malheureusement, on a eu pendant cette émission, vous l'avez constaté, 2 visions antagonistes, ce qui reflète donc la complexité du dossier. Hasni Abidi, votre avis justement sur le déroulement des événements dans les prochains jours, en 20 secondes. Écoutez, il y a le 5+5, c'est le groupe des militaires des 2 côtés. Il faut maintenir ce cessez-le-feu, c'est important. La Libye a besoin d'abord de cessez-le-feu, de stabilité, a besoin encore d'exporter son pétrole, parce que les Libyens ont besoin de ça. Et troisième élément, il faut absolument à ce qu'il y ait un soutien international de la mission de M. Bati.
Merci donc Hasni Abidi pour cet éclairage. Je remercie également Rafa Tabib pour son intervention. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver donc cette émission sur les réseaux sociaux d'Al 24 News. L'information continue. Très bonne soirée.